Bonjour à tous, j'espère que on va avoir un petit peu de monde pour ce débrief de Google I/O. Donc c'est la 16e session du Frog. Donc le Frog, c'est un événement complètement en ligne, c'est évolutif et communautaire. C'était le rassemblement de plusieurs meet-up Android de France. Donc il y avait le POG qui est le plus énorme, mais sinon il y avait aussi Lille, Montpellier, Nantes et je sais plus, Toulouse, Lyon, et pas mal de communautés qui se sont rassemblées pour essayer d'animer un petit peu les moments moins sympas qu'on a eu avec les différents confinements. Là, ça fait plus d'1 an que ça dure. Il y a pas mal de choses qui se passent, je trouve. On a réussi à créer des événements récurrents qui produisent à peu près tous les mois. On diffuse principalement sur Twitch. Voilà, j'imagine que si vous nous voyez en ce moment, vous êtes en direct, vous êtes connecté à Twitch. Sinon, après, il y a le replay sur YouTube. Vous pouvez voir les anciennes sessions qui sont disponibles. Si vous avez des velléités de speaker, si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à aller sur Conference Hall, notre outil pour faire le petit CFP, c'est-à-dire proposer votre talk. Si vous êtes junior, pas sûr de vous, si vous souhaitez juste avoir une idée, mais n'hésitez pas quand même à la proposer. Et puis nous, après, on pourra vous mettre soit en relation avec un speaker plus senior pour faire des talks en binôme, ça marche très bien, soit peaufiner avec vous votre proposition et puis peut-être vous lancer tout seul. On est présent sur Meetup et aussi plus récemment sur gdgcommunity.dev. Là, c'est une plateforme de Google, il me semble, que Google met à disposition pour les GDG, parce qu'on est GDG, Google Developer Group. Mais on est tous avec une prédominance Android ou mobile, mais plutôt Android. On est présent sur Twitter avec le Frog Android. Voilà un petit peu pour la présentation de ce que c'est que le Frog. Alors, au menu, là, je vous fais le petit accueil. Et ensuite, on va avoir quatre experts et expertes qui vont vous présenter leurs différents domaines d'expertise. Alors, je vais les appeler dans l'ordre. Donc, il y a Héléné qui va nous présenter un peu plus son domaine, c'est Flutter et Google Assistant. On a également Kian qui va nous présenter plus sa partie machine learning et IoT. On a Julien, je ne le trouve plus hier. On a Julien avec Android 12 et tout. Il va donner plein de sujets. Il va nous expliquer tout ça. Et au final, on aura également Louis. Bonjour, bonjour. Voilà, qui va nous faire un petit focus sur Wear OS qui revient fort, visiblement. Voilà, il nous montre avec sa montre. Ouais, Wear OS qui était un petit peu absent pendant deux ans. Là, on l'entendait un peu moins parler. Et là, ça revient fort et on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et à Google I/O, ils ont mis le paquet dessus. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Donc, on imagine 10 minutes 10 minutes chacun. Je pense que ça va peut-être déborder un petit peu. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat de Twitch. Il ne faut pas hésiter pendant que les speakers parlent. On essaiera de peut-être repérer les quelques questions intéressantes et les mettre en front pour que les speakers les voient et peut-être y répondre en direct. Sinon, on fera une petite séance de questions à la fin. Voilà, une fois que les quatre experts auront parlé. Et j'imagine une fin vers 13h30, mais en fonction des questions et tout ça, ça peut nous amener à déraper un petit peu sur l'horaire. Voilà un petit peu le programme. Donc, on va commencer avec Héléné, qui va nous présenter Flutter et Assistant, enfin tout ce qui s'est passé d'intéressant à Google I/O sur Flutter et Assistant. Merci Pierre. Donc merci beaucoup. Ouais, comme a dit Pierre, donc je vais vous faire mon feedback, mon débrief sur les technologies Google Assistant, Flutter et Dart. Je vais commencer par Google Assistant. Hop.
Juste un rappel, c'est quand même intéressant de voir en fait l'impact que la plateforme a dans tout le monde en fait. Donc là on voit que c'est vraiment la plateforme est disponible de partout. Et un rappel aussi que l'intérêt de Google, c'est que Google Assistant soit présent vraiment dans toutes les langues, dans tous les pays, et qu'on ait vraiment accès à cette plateforme depuis tout le plus possible d'appareils, dont Android. Et Android, je vais mettre l'accent en fait et faire un retour sur l'intégration justement entre le Google Assistant et Android, et parce qu'il y a eu pas mal d'annonces là-dessus. Et en fait, j'ai mis ici un peu la timeline de Google Assistant et les différentes propositions d'intégration avec Android qui a eu lieu depuis la création du Google Assistant, en fait, parce que Google Assistant a été annoncé à Google I/O 2016, donc ça fait quand même 5 ans. La plateforme native, entre guillemets, pour faire des applications de type Google Assistant, Actions en Google, plus tard dans l'année, en décembre. En 2018, c'est là où ils ont proposé vraiment une intégration sérieuse avec Android, avec App Actions, qui a été annoncé en développeur preview en 2018 en Google I/O. Et depuis, en fait, c'est resté en développeur preview pendant 2 ans. Ils ont lancé App Actions en release l'année dernière. Tout ça pour revenir en arrière. C'est pas vraiment revenir en arrière. Ils ont vraiment repensé un peu cette intégration, parce que ça a eu des feedbacks par rapport à cette intégration là, justement, c'est que c'était un peu plus compliqué que prévu. Android, c'est quand même un système très mature, très complexe, et ils avaient peut-être pas tout en tête quand ils avaient pensé aux App Actions. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment c'est cette évolution en fait d'App Actions. Et du coup, ce qui est un peu malheureux, un peu bizarre, c'est qu'ils viennent de mettre App Actions en release, et là, ça y est, c'est en bêta. Mais bon, c'est quand même une meilleure version, c'est une V2. Ils n'ont pas dit ça que c'est une V2, mais c'est vraiment une V2. Comme je disais, c'est vraiment la glue, hein, c'est vraiment le lien entre Google Assistant et Android. C'est comment, en tant que dev Android, nous, on peut utiliser Google Assistant pour tout simplement ouvrir notre application. Donc là, dans l'animation ici, donc on voit que la personne, elle avait dit à Google Assistant, show my mentions on Discord, et ça ouvre directement Discord sur la bonne page. Voilà, c'est ça l'intérêt en fait, c'est ça qui est intéressant. Pour ce faire, on a 3 possibilités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but, mais on utilise des choses qui s'appellent des intents, donc qui peuvent être des common intents, des vertical intents. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Et nouveauté, c'est qu'on peut faire des custom intents aussi si jamais notre use case, il ne rentre pas en fait dans ce qui est possible avec les common intents et les vertical intents. Pour expliquer aussi ce que par contre, il faut que j'explique juste un petit peu, c'est que derrière, en fait, ces intents-là, il y a des modèles de machine learning, de reconnaissance vocale, qui sont gérés complètement par Google. Donc, quand on utilise, en fait, ces choses-là, on se dit, en fait, mon application, c'est une application de type travel. J'ai un intent qui s'appelle, je sais pas, réserver un hôtel. Moi, en tant que dev, je n'ai pas à décrire en fait toutes les phrases qui vont être dites par l'utilisateur. Je vais juste dire, moi, mon application, elle sait faire des réservations d'hôtel, et voici ce qui se passe dans l'application Android. C'est ça l'idée derrière. Du coup, il y a une nouvelle API qui est disponible, qui s'appelle les Capabilities API, qui est du coup en bêta, qui est disponible en bêta. Ce qui est super intéressant en fait, c'est qu'elle s'intègre avec les nouveautés côté Android natif, qui sont, ce sont les améliorations qui ont été faites au niveau des shortcuts. Donc, ça s'intègre dans un fichier qui s'appelle shortcuts.xml. Pour ceux qui ont fait l'App Actions avant, on faisait du actions.xml. Donc là, maintenant, c'est de shortcuts.xml, où on va justement faire ce lien-là. Donc, on dit, voilà, j'ai une capability qui est Start Exercise, par exemple, dans la catégorie Fitness. Donc là, on voit bien que c'est un intent de type Actions, donc Actions en Google. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'intérieur, en fait, on va dire, voici
l'intent Android qui va gérer cette intent actions. Et ici à l'intérieur, voilà, c'est du pur Android entre guillemets. Donc c'est ça qui a été vraiment mieux pensé cette fois-ci, avec des paramètres s'il y en a. Shortcuts.xml, il gère, donc là vous avez vu, on a déclaré une capability, mais ça gère à la base, en fait, ça gère des shortcuts, donc des shortcuts Android, avec plein de capacités, et notamment ce lien avec une capability du coup de type Google Assistant qui peut être décrite à ces moments-là. Donc, dans ce fichier shortcuts.xml, on peut déclarer en gros des capabilities qui lient avec Google Assistant et des shortcuts Android qu'on peut aussi brancher à des capabilities. Voilà, c'est très résumé, mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est une intégration beaucoup plus fluide, je pense, avec ce qui est possible avec Android. Je n'ai pas trouvé d'exemple de code, mais on peut aussi utiliser des widgets qui s'affichent directement dans Google Assistant avec une expérience complète à l'intérieur de Google Assistant. Donc, tout ça, en fait, ce qui est super cool, c'est que tout ce qu'on voit ici, ce sont des widgets Android. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et l'idée derrière, en fait, en se branchant avec App Actions, c'est qu'on dit à Google, en gros, et Android au système, qu'est-ce que mon app sait faire. Et du coup, c'est le système et Google qui peut, en fait, mettre en avant des actions et du contenu de notre application. Et là, pour le coup, je pense que c'est pas encore mature, hein, comme j'ai dit, c'est en bêta, mais la promesse, elle est vraiment super. Donc voilà pour les App Actions, qui pour moi était vraiment la grosse annonce. Putain, il est déjà 43, j'avance vite. Il n'y a pas que ça dans le monde assistant, dans tout ce qui est Interactive Canvas, donc c'est comment faire des applications pour les Smart Display. Il y a eu des améliorations au niveau du machine learning pour la connaissance vocale. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites en local maintenant. Il y a pas mal d'améliorations UX au niveau de la Smart Display, justement. Voilà, il y a des choses en full screen, beaucoup d'améliorations au niveau des API, des API immédiats. Je vois qu'il y a une question pour les App Actions. Je profite que j'ai regardé. Disponible à partir de quelle version d'Android App Actions? Je suppose que c'est ça la version API 21. API 21 et Shortcuts avec Jetpack, Android Jetpack. Je crois que c'est rétrocompatible, ouais, jusqu'à partir de API 21. Est-ce que vous avez donné sous le nom de personnes qui utilisent vraiment les Shortcuts? Excellente question. Moi, j'en ai pas. Je sais pas si on pourra faire un tour de table à la fin. Ouais, parce que les shortcuts à la base, c'est vrai que c'est l'appui long sur l'icône. Et moi, je l'utilise en tant qu'utilisatrice. Après, je n'ai pas de données de marché, non. Alors, si je continue, Smart Display. Sinon, d'autres news, voilà, il y a eu des news au niveau de la release des actions. On peut faire du stage rollout, comme on fait sur Android. Au niveau de la Smart Home, il y a eu pas mal d'améliorations. Il y a un truc qui m'a vraiment attiré l'œil, c'est que maintenant, il y a un nouveau standard, en fait, en tout ce qui est connectique, tout ce qui est Wi-Fi, qui s'appelle Matter. Et quand j'ai vu qu'il y avait Apple, Google dans le même partenariat, je me suis dit que c'était sérieux. C'est dans tout ce qui est domotique, on va dire. Je ne sais pas s'il y en a dans l'audience qui s'y intéressent, mais en gros, c'est le bordel, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de standard qui se démarque. Là, celui-là, ça semble être, il arrive et ça semble être vraiment important. Il y a eu des améliorations au niveau de la monétisation aussi pour les Smart Display. Et sinon, pour les App Actions, malheureusement, je vous ai dit, c'est génial, ça va permettre de faire plein de choses. Par contre, quand on utilise des intents qui sont tout prêts, il n'y a pas encore de support pour la langue française. Mais ça va arriver normalement cette année. Rapidement, du coup, sur Flutter, il y a eu des annonces, mais les grandes annonces, en fait, elles avaient toutes été données à Flutter Engage, qui a eu lieu en mars, avec Flutter 2 notamment.
Donc là, Google I.O., il y a eu à Google I.O., il y a eu l'annonce de Flutter 2.2. Donc Flutter 2 a introduit la notion de null safety pour Dart. Et dans Flutter 2.2, tous les nouveaux projets auront le null safety par défaut. Donc ça, c'est cool. Au niveau perf, il y a eu il y a eu une annonce, pareil, c'était pas Google I.O., mais qui est intéressante quand même. Il y avait quelques problèmes de perf sur iOS qui ont été gérés et beaucoup d'améliorations aux côtés de DevTools. Pareil, c'était pas Google I.O., mais intéressant de dire que Web, Windows, Mac et Linux sont disponibles sur le channel stable. Il s'intéresse beaucoup aussi à vraiment à faire en sorte que les développeurs pensent non seulement responsive, mais adaptive, comme ils disent, vraiment penser à des layouts qui s'adaptent au niveau UI, mais aussi au niveau usage, curseur versus touch, etc. Donc, il y a eu pas mal de confs là-dessus. 200 000 applications sur le store et il y a eu une petite annonce sur un outil de low-code qui s'appelle Flutterflow. Et je finis avec les annonces qui ont été faites, pas mal d'annonces aussi au niveau partenariat, entre guillemets, vraiment au niveau écosystème. La première, c'est la compatibilité de Dart avec la GCP, notamment avec les produits Cloud Run et Cloud Functions. Il y a eu une session pour le dev, pour faire du dev en gros full stack, entre guillemets, donc avec Flutter dans le front et du Dart dans le back avec la GCP, que je trouve super intéressant pour les développeurs mobiles. Et il y a eu aussi des présentations de comment on met en place aussi ces projets avec Kotlin, ce qui est intéressant pour les devs Android natifs. Flutter bosse les équipes Flutter bossent de manière très proche avec les équipes matérielles. Donc, on aura un support de Material U, la nouvelle version de Material Design, qui sera normalement en release à la fin de l'année. Donc, c'est sûr que Flutter va le supporter. Et sinon, des plugins pour s'intégrer à différents services Google. Donc, Google Ads, Google Pay et les in-app purchase. Voilà, donc ils ont annoncé ces choses-là aussi. Et je crois, voilà, que c'était tout pour moi. Ok, merci Hélène. Ouais, il y avait plein d'annonces en fait sur tes différents domaines. Hein. C'est quand même, je pense que ça va pas révolutionner, mais il y a des petites choses que tu attendais, toi particulièrement, qui te bloquaient ou qui te... Assistant ou Flutter? Ouais. Flutter, je ne sais pas que je ne m'attendais pas à grand-chose, c'est juste que Flutter, il y a eu Flutter Engage qui a eu lieu en mars. Pas très longtemps avant. Voilà, donc là, l'annonce vraiment de Flutter stable sur toutes les plateformes, c'était vraiment très, très cool et très attendu. Et sinon, côté assistant, je ne m'attendais pas à ce qu'ils refassent App Actions. Et je suis très contente, très, très, très contente de cette annonce. D'accord. Et je vais préparer, spoil, parce que je pense que je vais proposer ça au Frog bientôt. Je vais préparer, c'est sûr, une presse sur comment s'intégrer justement à ces App Actions V2. Ouais, ok. Ça, c'est le truc que tu as bien aimé. Est-ce que tu m'avais dit aussi, c'était le fait d'avoir du Dart aussi dans la GCP que tu avais. Tout à fait. Il faudrait que j'essaye. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est super Dart intéressant. everywhere. Exact. Ok, bon, on va passer du coup à Kian. Hop. Salut Hélène, à tout à l'heure. Alors, tu vas nous parler IoT et aussi machine learning, c'est ça, Kian? C'est ça. Okay. Donc, je vais commencer. Allez. Donc, j'ai fait quelques sélections sur tous les slides qui parlent de machine learning, intelligence artificielle, également tout ce qui est sur IoT et smart home. C'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne quelques idées sur tout ce qui a été annoncé pendant l'IO. Ce que vous avez sûrement remarqué, c'est pendant le keynote, l'annonce de Lambda. En fait, justement, c'est un modèle de langage pour tout ce qui est application de dialogue. Actuellement, c'est encore sous recherche et développement. Ce modèle a été entraîné
en fait, actuellement uniquement sur les textes. En fait, il a déjà pris énormément de concepts. C'est pour ça, avec ce modèle, on est capable de faire des applications en fait, qui souffrent une dialogue sans fin. Google a parlé beaucoup de l'importance de rendre ce modèle très juste, très très précis, et aussi en même temps safe et respect de vie privée. Pendant le keynote, on a vu également des annonces sur tout ce qui est modèle de multimodal. Donc, en fait, c'est des modèles qui n'est pas seulement entraînés sur les textes statiques, également sur des images, des audios et des vidéos. Il y avait également l'annonce de TPU, donc c'est Tensor Process Unit V4. Ça, c'est principalement utilisé dans les produits hardware qui fait tourner du machine learning. Si on veut avoir un big picture sur tout ce qui est annoncé des nouveautés sur machine learning, cette année, c'est énormément de nouveautés sur les outillages, sur les toolings. On parle de tooling sur tout ce qui est création de modèles. Je ne sais pas, certains d'entre vous avez déjà entendu parler. Il y a un site, ça s'appelle TensorFlow Hub. Donc, en fait, c'est un site web qui permet de découvrir des modèles qui existaient déjà. MLKit, vous connaissez un peu mieux parce que pour les devs mobiles, on a déjà la capacité de utiliser tout ce qui est modèle pré-préparé par les Google. Il y a énormément d'outils dans la chaîne de création de modèles. Notamment, il y a un site qui s'appelle Know Your Data. Donc, ça permet aux gens de justement apprendre et comprendre leurs données. Et pour toute la partie analyse et optimisation de modèles, Google a énormément travaillé aussi. Dans l'historiquement, il y avait déjà le TensorBoard. Aujourd'hui, on a également des profilers pour vraiment analyser la performance d'un modèle et que ça intègre parfaitement avec Android Studio. Sur toute la partie déploiement d'un modèle machine learning, aujourd'hui, le chiffre est assez impressionnant. TensorFlow Lite, en fait, il est déjà déployé grâce à justement l'écosystème Android sur 4 billions de devices. Notamment en news pour TensorFlow Lite, c'est que ça sera le TensorFlow Lite Runtime sera en fait directement dans le Google Play Services. Ça veut dire pour les développeurs app, la taille de l'application va énormément réduire parce que justement tous ces runtime sera déchargé de notre application. Et aussi à partir de Android 10, il y aura des optimisations et des mises à jour régulières sur tout ce qui est runtime. Google va également shipper très souvent tout ce qui est mise à jour de leur Neural Network API. Et concernant MLKit, on a déjà 500 millions d'utilisateurs actifs de monthly. Pareil pour TensorFlow.js, c'est énormément appliqué dans le monde entier. Pendant cette I.O., Google a également parlé de Vertex AI et Pipeline. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment déploiement niveau enterprise. Donc ça, pour les devs mobiles, ça nous concerne un peu moins. 50 millions de hits par seconde, pas vraiment, c'est plus journalier, je pense. Le chiffre reste à vérifier. Et tout ce qui est sur MLKit, donc je pense que vous connaissez un peu mieux MLKit par rapport à d'autres produits machine learning. Cette année, on a eu l'annonce de 4 nouveaux API. Digital Ink Recognition, Post Detection, Selfie Segmentation and Entity Extraction. Pour tous les personnes qui ne connaissent pas encore MLKit, c'est vraiment un toolbox qui est construit en top de toutes les technologies machine learning qui a été déployées par Google. Vous voyez le TensorFlow Lite Runtime qu'on a parlé, il est situé là. Plus bas niveau, on a carrément les Neural Network API et aussi tout ce qui est OpenGL, Metal. Donc, c'est un toolbox qui est déjà prêt pour Android et iOS, c'est-à-dire pour une équipe mobile, si vous voulez ajouter des fonctionnalités sympas liées avec le machine learning, ça, c'est un parfait outil pour commencer. Cette année, j'aimerais bien vous parler un peu plus sur tout ce qui est Digital Ink Recognition.
C'est assez intéressant comme API. En gros, ça permet de reconnaître tout ce qui est des textes écrits à la main ou des petits dessins. Vous vous souvenez peut-être de cette expérimentation que Google a fait. Par exemple, on peut dessiner un chat, il va reconnaître c'est un chat. Justement, cette API est dispo dans MLKit. On peut carrément faire un emoji et que la MLKit va être capable de nous dire quel emoji on a fait. Donc, en fait, tous ces petites de capacités, en fait, ça peut débloquer différents types de use cases sympathiques dans une application mobile. Et que comme tout se fait en device, ça veut dire il y a très peu de délai, de latence pour ce genre de reconnaissance. Ce qui est très intéressant aussi parmi tous ces API, ces nouveaux API, c'est l'extraction des entités. En gros, c'est une API qui permet de vraiment extraire des entités intéressantes dans un texte statique. Dans la liste des entités reconnues, il y a l'adresse, il y a la date, des emails, numéros d'avion, les cartes de crédit, etc. Tout ça, ça pourrait vraiment donner la possibilité d'ajouter une couche contextuelle au-delà de toutes les fonctionnalités de base. Pour ça pourrait être très intéressant si vos applications est dans ce genre de domaine et que vous souhaitez vraiment aller plus loin sur l'enrichissement de features. On parle énormément aussi pendant toutes les talks le sujet de on-device machine learning. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous compris l'intérêt de cette technologie. Dans notre device Android, c'est déjà énormément utilisé. Tout ce qui est background, remplacement de background ou même des live captions pour un appel, c'est fait avec les solutions de on-device machine learning. Donc, je ne vais pas avancer, détailler plus. Parmi toutes les talks que j'ai listées, il y en a un, c'est TensorFlow Lite pour microcontrôleur. Donc, c'est animé par un monsieur qui s'appelle Pete Warden. Pour moi, c'est un des meilleurs talks pendant l'I.O. C'est très sympa. Et si vous voulez, par exemple, jouer un peu le TensorFlow Lite sur un board Arduino, ça, c'est un workshop que vous pouvez suivre. Lui, en fait, il est un cofondateur de TinyML. C'est vraiment l'application de machine learning avec les données de capteurs et sur des microcontrôleurs avec très peu de puissance. Et c'est très intéressant, cette workshop, sachant que les modèles machine learning, quand déployés sur des microcontrôleurs, aujourd'hui, on est à peu près sur 30 kb, qui est très faible. Il y a également quelques annonces sur tout ce qui est Cora. Donc, Cora, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est notamment pour les entreprises. Donc, c'est vraiment une solution d'intelligence artificielle sur les edge. Last but not least, c'est quelques annonces sur tout ce qui est smart home. Android Things est mort depuis un moment. On n'a pas vraiment des nouveautés pour la partie IoT proprement dit pour les devs. Mais Google a beaucoup avancé sur tout ce qui est produit et des technologies smart home. Cette année, il y a 2 sujets qui sont assez intéressants à retenir. Le premier, c'est ce nouveau protocole qui s'appelle Thread. Thread existe déjà depuis un peu de temps. En fait, tous les produits de Google, nouveaux produits Smart Home, utilisent ce protocole déjà. Le deuxième, c'est Matter. Matter, c'est aussi, en fait, c'est un nouveau standard IoT qui permet justement de résoudre le problème de fragmentation dans l'écosystème IoT. En fait, l'ancien nom, ça s'appelle CHIP, Connected Home over IP. En fait, ça permet vraiment de unifier pas mal de problèmes parmi tous ces devices IoT qui utilisent différents standards. Donc, pour l'utilisateur, c'est plus simple d'acheter parce qu'on ne prend pas la tête, on sait que ça sera compatible avec tout. Et pour justement des fabricants, c'est beaucoup, ça va permettre de réduire les coûts et aussi le time to market. En petit résumé pour toutes les annonces autour de machine learning à IoT, cette année, c'est énormément d'outils. Et aussi, Google a énormément travaillé sur tout ce qui est intégration, documentation, la communauté, comment on facilite les devs et d'utiliser les produits. Il y a énormément aussi
d'accent sur tout ce qui est être responsable et être juste dans l'application de l'intelligence artificielle. C'est tout pour moi. Ben, merci, c'était chouette. Moi, je me rappelle que j'avais essayé un petit peu Android Things. Justement, j'avais suivi un de tes workshops. Et j'avais bien aimé, j'avais été triste quand ça s'était arrêté parce que c'était pour moi une passerelle hyper facile en étant développeur Android de faire de l'IoT. Ouais, ça m'ouvrait des perspectives sympas. Bon, ça s'est arrêté, mais il y a d'autres choses qui démarrent et qui se mettent en place, donc c'est ça. c'est intéressant. Il y a bientôt aussi un concours de justement TensorFlow Lite sur des microcontrôleurs avec un prix assez chouette. Donc, vous pouvez aller regarder un peu les news et essayer de participer à ce concours si ça vous intéresse. Ok, super. Bon, ben, je vais appeler Julien et puis à tout à l'heure. Merci. Hello, hello. Voilà, Julien, tu vas nous présenter Android et surtout Android 12. Ouais. Toutes les annonces qui ont été faites. Est-ce que tu préfères partager tes slides ou je les avance pour toi? Ouais, je les partage. Normalement, c'est parti. Ok, c'est les tiens. Parfait. Ok, cool. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello, hello tout le monde. En fait, je vais parler un peu tout ce qui s'est passé au niveau d'Android et surtout ce que j'ai kiffé sur ce qui gravite autour de ça. Les premières annonces, c'est Android 12, donc nouvel OS. Je dirais pas que c'est un OS qui annonce des break change un peu partout. C'est plus, comme je le vois, une version de consolidation avec quelques nouveautés, pas mal d'améliorations et toujours dans la lignée de ce qui a été fait sur les deux dernières versions, je dirais. Quelques petites API sympas, nouvelle API de Splash Screen qui permet une gestion un peu plus simple et on va dire homogénéisée sur toutes les applications. Ça peut être un bon choix de migrer là-dessus s'il n'y a pas de splash screen un peu trop custom du côté de son app. Les Dynamic Color, sympa, mais est-ce que ça va être adopté? Bonne question. À voir si on veut avoir une couleur un peu dans le même ton pour toutes ces applications. Je pense que tous les designers ont une petite attaque en voyant ça. Mais bon, ça peut être sympa à jouer avec. Autre annonce avec Android 12, c'est l'insertion de contenu média dans les edit textes, par exemple, ce qui est très cool, qui permet d'ajouter assez facilement images et vidéos pour, par exemple, envoyer des messages assez riches, entre guillemets, ou SMS ou mail, et ça permet de centraliser un peu l'insertion de médias dans son edit texte. Nouvelle version d'Exoplayer, ça c'est ma petite Madeleine de Proust, et toujours des nouvelles features au nouveau support audio-vidéo, petite refonte côté DRM, des petites refontes même au niveau du corps, donc nouveaux listeners, des listeners qui sont dépréciés. Donc, si vous migrez vers cette version, il y aura un petit peu de taf à faire. Mais bon à prendre vu les améliorations qu'ils ont fait. Aussi, Android 12 annonce des petites améliorations sur le Picture-in-Picture. C'est assez sympa si vous avez développé des applications sur tout ce qui est contenu vidéo. C'est toujours assez sympa de l'implémenter dans son app. Et donc là, ça permet l'amélioration majeure qu'ils ont fait, c'est d'avoir une transition assez smooth entre le Picture-in-Picture et l'application dans laquelle c'est implémenté. Côté un peu break change, c'est au niveau du Bluetooth. Donc nouvelle permission Bluetooth pour le scan et l'utilisation de devices en Bluetooth dans son application.
Donc Bluetooth Connect et Bluetooth Scan de mémoire, et ce sont des permissions dites dangereuses. Donc il faudra les demander à l'utilisateur pour qu'il autorise l'autorisation, enfin qu'il autorise le scan et le connect du Bluetooth. Et autre petit truc, un nouveau overscroll shiny qui fait des paillettes, plus là dans les ripples, et pour l'overscroll, c'est plus on va dire un effet de stretch qui a été introduit. En perso, j'aimais bien ce qu'il y avait avant. Je trouve ça un peu c'est dans l'air du temps, on va dire, sur l'implémentation design. C'est pas le truc qui va faire parler le plus de mon point de vue. Et qui dit nouvelle version, on dit bien sûr chose dépréciée. Et donc il y avait une petite lib, un petit outil qui était là depuis pas mal de temps, qui permettait de faire du traitement d'image, entre autres, et de choper, si on veut faire du traitement d'image un peu aussi avec des connaissances d'OpenCL, d'histogramme et de blur et d'autres choses. Donc RenderScript est totalement déprécié à partir d'Android 12. Et si vous voulez trouver une solution de remplacement, soit il faut y aller en mode brutasse, et si vous avez des connaissances de shader et tout ce qui entoure Vulkan, donc vous pouvez y aller, mais faut y aller, faut avoir des connaissances assez solides. Ou alors ils ont introduit un outil on va dire de remplacement et de transition assez smooth entre RenderScript et donc leur outil qui s'appelle Toolkit. Donc ça reprend à peu près toutes les fonctionnalités de base qu'avait RenderScript. Si vous voulez pas trop migrer sans trop de soucis et sans trop prendre de temps. Je crois qu'il y a aussi côté Mediastore l'API Playlist qui est dépréciée, et certaines méthodes de l'API Display aussi, car il y a une nouvelle API qui a été introduite il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Windometrics. Donc si vous jouez avec l'API Display pour avoir la taille de l'écran ou autre, c'est conseillé maintenant de passer par Windometrics, surtout qu'il y a le support aussi avec Compose se base là-dessus. Et donc ensuite, donc ça c'était pour la partie un peu genre globale, qu'est-ce qui m'a plu dans les annonces Android 12. Donc j'avais dit c'est un OS plus de consolidation, et on va dire le gros des annonces, c'est tout ce qui se passe au niveau du tooling. Donc toutes les Jetpack libraries, donc là il y a eu pas mal d'annonces sur des libs qui sont passés stables. Par exemple les libs de security, donc qui permettent d'avoir des shared pref un peu sécurisés et encryptés, de même que on peut encrypter des fichiers avec cette librairie. L'annonce enfin stable de Camera X, qui permet d'avoir une API unifiée au niveau de la caméra avec les dernières fonctionnalités des caméras récentes et backportées. Donc support HDR, zoom et autres traitements assez sympas derrière la caméra. Stable aussi au niveau de Datastore, qui est full asynchrone et qui permet de remplacer les shared pref si vous le souhaitez. Nouvelle version d'AppCompat, qui est la 1.3.0 de mémoire, et qui a le support de la nouvelle version de la version libre des fragments, avec la grosse réécriture qui avait été faite l'année dernière, ou cette année, je sais plus, l'année dernière, à propos du tout le côté management des fragments. Donc il y a eu un énorme rewrite côté Google qui se passe un peu dans l'arrière-plan des fragments. Donc il y a aussi les nouvelles API. Il y en a qui sont dépréciés, comme le OnActivity Created est déprécié, et la nouvelle API du coup des OnActivity Result, qui est plus
basé maintenant sur un callback que la classique intégration qu'on connaît actuellement. Aussi, passer en stable, Hilt. Si vous kiffez Dagger et que vous voulez faire un petit peu moins de code de setup, allez sur Hilt. Et nouvelle version aussi de la padding library pour encore plus de support, coroutine, flow, et voilà. Après, il y a pas mal de nouvelles versions qui sont arrivées, beaucoup de tooling autour de Ware, de Compose, Compose avec beaucoup de librairies, c'est le Lifecycle View Model, Navigation, nouvelle version de Constraint Layout dédiée à Compose. Beaucoup de libs commencent à sortir pour bien architecturer son application autour de Compose. Et une nouvelle lib qui est AppSearch, qui permet de faire du search en interne, donc en mode query, en mode query text, donc chercher comme une sorte de petit Algolia, mais version embed dans votre app, pas du tout basé sur un mode recherche type SQL. Là, ça va être un peu de genre basé sur du matching avec le texte, mais un peu avancé, avec un peu de fuzzy matching et en gros, si vous faites des typos dans votre recherche, ça peut être compris et interprété par cette librairie. Donc, c'est assez sympa à voir. Je ne vais pas encore creuser trop le sujet, mais ça a l'air intéressant. Donc ensuite, une des grosses annonces tooling, bien sûr, c'est Compose. Compose qui va être annoncé stable théoriquement en juillet. Donc c'est la venue de notre déclarative toolkit pour notre UI, plus de view system. Donc c'est assez agréable. Si vous n'avez pas encore testé, je vous conseille les 8 Code Labs qu'il y a en ce moment, et ils sont à jour sur le Code Labs Developer Google. Ultra intéressant, et ça permet aussi une bonne approche de Compose. Et je conseille aussi, si vous ne les avez pas fait encore, c'est les Jetpack Compose Challenge. Les faire à la maison tranquillou, sans pression particulière. Ça permet de voir vraiment, d'avoir un spectre global des capacités de Compose. Et c'est assez cool à faire. Et après ces quatre challenges, on sort avec pas mal de connaissances. À chercher même à droite à gauche, c'est assez cool, et il y a moyen d'apprendre pour ensuite potentiellement l'apporter dans sa boîte, commencer un design system, commencer des premiers écrans Compose. Donc avec tout ça, on a les bonnes bases pour commencer d'ici juillet, et voire fin de l'année, mettre du Compose dans son app. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai kiffé, qui est vieux, mais c'est un peu un relooking, c'est les widgets. Il s'est même pas mal titillé sur dire ah tiens, je referais bien en fait des widgets que j'ai pas touché, je crois, depuis 2012. Donc ça fait pas mal de temps. Et ils ont l'air tout beau, tout shiny. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut backporter aussi toutes ces nouveautés qui ont été introduites là à cet I.O. dans des versions antérieures d'Android. Support des compound buttons style material, donc avec genre les checkbox, les radio buttons et autres compound buttons dans ce style-là. Donc pas mal d'angles arrondis, de color dynamique et de personnalisation encore plus poussée pour faire des widgets maintenant bien stylés. Donc là, ça rattrape un peu le retard qu'il y avait par rapport à iOS. Et toujours dans le Google pousse du Compose partout. D'ici la fin de l'année, on pourra aussi écrire les widgets en Compose. Et ça, je trouve que c'est une belle avancée aussi. Et pour terminer, petit tour du côté d'AirCore. Voilà, je fais un peu d'AR de
de mon côté, c'est un peu le petit kiff perso. Donc là, ARCore, c'est pour du coup développer des expériences de réalité augmentée directement sur Android si on se sent chaud, ou passer par des game engines style Unity ou Unreal. Passer par directement avec Android, donc il faudra principalement soit dealer avec l'API qui est Focus NDK, donc on sait C++, ou utiliser le petit wrapper Java qui permet de faire quand même quelques petites choses sympas. Malheureusement, Synform, qui était un framework dédié pour ARCore, a été déprécié l'année dernière. Mais la communauté Android, elle est cool. Elle permet du coup de garder un peu Synform en vie grâce à Thomas Goris qui a repris le projet et qui maintient le projet de façon très très cool. Donc là, il y a tous les jours, je vois passer des issues et des réponses et des releases qui arrivent toutes les 2 semaines à peu près, et c'est vraiment cool le travail qu'il fait là-dessus. Et si vous voulez toucher un peu tout ce qui est réalité augmentée, il y a pas mal de Code Labs. Pareil sur le portail de Code Labs de Google, on est dans à peu près 10 en tout. Je dirais 6 focus full Android et 4 si vous voulez toucher réalité augmentée avec des game engines. Et bien sûr la vidéo de Layo sur ARCore c'est une vidéo de 10 minutes et c'est très bien détaillé, avec même un retour en arrière de toutes les capacités d'ARCore. Et en parlant de ce que fait ARCore, j'ai bien aimé leur skill tree, tout ce que ARCore peut amener pour développer des applications. Donc au niveau du réalisme, avec du lightning et du motion tracking associé par exemple à la Depth API qui permet d'avoir vraiment un jeu de profondeur et de vraiment bien représenter votre objet dans votre scène. Donc si l'objet 3D est mappé derrière une boîte par exemple ou derrière une table, s'il est un peu caché par la table, du coup la partie qui sera cachée ne sera pas rendue. Et donc on s'approche vers vraiment un réalisme très très proche de ce qu'on connaît nous. C'est assez bluffant. Avec aussi pas mal d'augmented images pour amener des images planes en AR, augmented faces pour faire des filtres à la con. Avec une petite touche de machine learning derrière pour reconnaître ce qui se passe, ce qu'il y a dans votre scène. RawDepth, c'est une petite amélioration de la Depth API qui est sortie l'année dernière. Donc là, c'est encore une amélioration qui a été faite. Et le truc cool pour le mode multiplayer, c'est gestion des cloud anchors, qui permet de partager des modèles entre plusieurs joueurs et de créer vraiment des expériences multiplayer côté réalité augmentée. Et ce qu'ils ont introduit cette année, c'est le recording playback. Donc, par exemple, vous scannez votre pièce et après, genre 2 heures après ou whatever, vous pouvez aussi placer votre objet 3D dans la scène que vous avez scannée. Donc, c'est un peu une sorte offline mode d'ARCore. Et je crois que c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions. Super. Alors, on m'a remonté deux petites questions. À ARCore, j'avais testé un petit Code Lab et j'avais trouvé que c'était cool, mais après, j'ai pas de cas d'usage dans mon quotidien. Donc, j'ai un peu laissé ça de côté. Alors, il y a quelqu'un, ou je sais pas si c'est plusieurs personnes ou juste quelqu'un qui demande de faire un vrai point sur le Ripple. Peut-être avec ouais. Donc je sais pas si c'est le moment de prendre 20 minutes pour faire un point sur l'effet Ripple, mais peut-être l'occasion d'en parler. Je sais pas, faire un focus là-dessus lors d'une session du Frog, peut-être passer un petit quart d'heure sur l'effet Ripple et avec les nouveautés.
Je sais pas. Je sais pas Si si ça a un l'effet quart d'heure à dire, Ripple doit être dédié à un quart d'heure de Ripple, mais on va voir. bon, 5 minutes, 5 minutes ou 1 heure, peut-être que c'est Sparkle Effect. Ouais, des étincelles partout, des étincelles de joie. Et il y a quelqu'un qui demandait l'utilisation du Rich Content Edit Text. Est-ce que tu as des petites choses à dire en quelques secondes ou alors est-ce que on se prendra peut-être un autre moment pour en parler? Je sais pas si... Ouais, il y a un peu de doc qui est sorti sur la page des nouvelles features d'Android 12. Donc il y a un listener qui est à 7 dessus et c'est assez détaillé. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là je l'ai pas Ça va directement être sous les yeux, mais c'est détaillé et il me semble qu'il y a du backport. Faudra checker. Mais c'est détaillé sur le site développeur d'Android. Ok, bon, de toute façon, on note un peu les questions qui ne sont pas posées en direct pour potentiellement vous les poser tous ensemble à la fin. Et puis, on va passer à Louis, du coup, maintenant. Hop, je rajoute Louis. Ah, Bonjour. Enfin, rebonjour. Bon, bah, du coup, moi, je vais vous parler de Wear OS. Salut, Julien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Julien. Ouais. Je vais vous parler de Wear OS. Donc, à la Google I.O., ils ont parlé dans la keynote avec la première keynote et pas juste la développeur keynote de Wear OS. Donc, ils investissent avec Samsung. Alors, la version Wear OS 3, ça va s'appeler Wear OS 3 parce qu'il était à la version 2. Elle n'est pas encore sortie, mais ils sont en train de travailler avec Samsung et on sait que Samsung, ils font des montres qui tiennent plusieurs jours, ce qui n'est pas le cas des montres Wear OS. Mais on sait aussi que les applications sur les montres de Samsung, c'est pas ça. Bref, donc moi, c'est mon annonce préférée. Pourquoi c'est mon annonce préférée? Parce que en fait, Android Wear c'est sorti il y a longtemps, avant même l'Apple Watch. Quand c'est sorti, c'était pas mal. Il y a eu une petite communauté de développement, mais après l'investissement, il était un peu en demi-teinte. Il n'a pas vraiment été tenu. Ils n'aidaient pas les développeurs à faire des bonnes applications. Les produits n'étaient pas forcément très attractifs pour les développeurs, notamment parce que, par exemple, l'autonomie n'était pas bonne. Il y a certaines montres qui peinaient à tenir la journée. Hein. Oui, c'est pas le cas de toutes, mais il y en a, par exemple, si vous faites le tracking des pas, tout ça, et ben, la batterie a du mal à tenir la journée. Donc, passer son temps à mettre sa montre sur le chargeur, vous n'allez pas, par exemple, savoir combien de temps vous avez dormi ou des choses comme ça. Alors, vous savez peut-être que Google a racheté Fitbit. Et ils vont se servir du coup des technologies de Fitbit pour que ça consomme moins, pour faire le tracking du sommeil, de l'activité physique et tout ça. Mais c'est pas tellement ce dont ils ont parlé à la Google I.O. Donc du coup, Samsung va amener le meilleur de son OS Tizen dans Wear OS, c'est-à-dire une faible consommation, une autonomie prolongée, donc probablement plusieurs jours. Donc ça veut dire qu'on pourra s'en servir pour faire le tracking. On n'aura pas besoin, pour ceux qui veulent vraiment l'avoir, de switcher entre deux montres, un tracker activité. Voilà, le même appareil pourra faire tout à terme. Google réinvestit dans les facilités pour les développeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des nouvelles bibliothèques Android X. Alors, ils avaient déjà commencé un peu avant la Google I.O. Mais donc, du coup, il y a des bibliothèques pour faire des tiles. Alors, si vous utilisez Wear OS, vous savez peut-être un peu. Les tiles, en fait, c'est des choses qui sont accessibles sur la montre comme ça. Je la rallume, elle est à l'envers, donc forcément. En fait, on glisse sur le côté. Là, par exemple, je peux accéder au timer. Là, si je glisse, là, j'ai la météo. En fait, on pourra développer soi-même, nous-mêmes des tiles, et ça va bientôt être disponible un peu plus tard dans l'année. Il y a même des gens qui avaient réussi à le faire tourner de manière non officielle avec l'API actuelle, mais bon, maintenant, ce sera supporté officiellement. Il y a des bibliothèques qui sont faites pour ça, qui sont en alpha. Vous pouvez déjà les essayer, même si l'OS n'est pas encore mis à jour. Il y a une manière de faire la preview des tiles. Donc, des nouvelles API pour les complications. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose pour les complications dans Wear OS, mais maintenant, ça va être une meilleure API. Donc, moins de code. Parce que la montre, faut être honnête, c'est un petit appareil. C'est pas forcément ce qui va amener la principale source de revenus à votre entreprise, à votre startup, à votre nouveau produit. Donc, il ne faut pas que vous ayez à y passer beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça que c'est une bonne chose de pouvoir utiliser toutes les facilités que vous avez, comme Kotlin, mais qu'aussi les API qui font des choses spécifiques à la montre soient de plus en plus simples. D'où les artefacts Android X, Tiles, Complication, Watchface et peut-être d'autres à l'avenir. Mais surtout, on a Compose UI pour Wear OS qui est sorti. Et je pense que vous devez bien être au courant maintenant. Compose. Compose UI, ça permet de faire des interfaces avec beaucoup moins de code, beaucoup moins de risques de faire des erreurs.
Et donc, ça permettra de faire plus facilement des applications pour Wear OS et peut-être même de réutiliser des composants ou au moins ce qui pilote votre interface Compose, donc c'est-à-dire ce qui va gérer les states dans Compose et les callbacks et si vous avez des coroutines, des trucs comme ça, vous pourrez réutiliser facilement, faire une appli qui fonctionne aussi sur Wear OS, sachant que les montres Wear OS, il y en a qui ont la 4G. Alors, il n'y en a pas encore beaucoup en France, mais je pense que Samsung va bien changer ça dans quelques mois. Ou plus tard l'année prochaine. Mais vous avez déjà le Wi-Fi, donc les montres Wear OS sont déjà un peu autonomes. Elles n'ont pas forcément besoin du téléphone, il n'y a pas besoin que votre application mobile communique avec la montre. Vous n'êtes pas obligé de gérer cet aspect un peu microservice de l'application pour montre. Donc voilà, c'est le moment de mettre les lunettes de soleil. Compose oui, faut fêter ça. Ensuite, Samsung et d'autres, ils vont du coup pouvoir faire des produits plus attractifs. Parce que si la montre elle tient plusieurs jours, mais qu'en plus vous avez plusieurs applications, forcément ça va être intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que Spotify, mais aussi YouTube Music, ils vont bientôt arriver sur Wear OS avec le streaming directement depuis la montre. Bon, je vais pas mettre le casque, il est pas à côté, mais voilà, je fais pas de dessin. Et puis du coup, si les produits sont plus intéressants, nous les développeurs, on sera plus emballés. Et en général, on est plus enclin à développer un produit qu'on apprécie. Donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'important que les produits suscitent un certain désir. Et du coup, les utilisateurs seront plus emballés parce que si la montre, c'est pas juste un réceptacle à notification et qui te dit la météo sur les 3 heures qui viennent, et il y aura plus de. La montre aura un côté plus pratique que non, ça je peux pas le faire sur la montre, du coup j'ai pas pris mon téléphone. Et du coup la prochaine fois je viens avec mon téléphone et je laisse la montre. Donc voilà, on sera plus motivé, je pense, à faire de bonnes petites applications, que ce soit des tout petits utilitaires ou peut-être, par exemple, une meilleure expérience. C'est-à-dire que si vous cliquez sur notification, ça vous permet après de faire des actions directement depuis la montre. Je vais prendre un exemple. Il y a une application que j'utilise, moi, qui s'appelle Stockcard. Cette application-là, elle permet d'avoir des cartes de fidélité. Et je m'en sers sur ma montre parce que en fait c'est très pratique. Quand je vais au magasin, j'appuie sur le bouton, je passe mon bras directement en dessous du bip et ça me donne le scan achat et voilà, puis je vais faire mes courses au supermarché. Mais cette application-là, elle permet aussi de payer. Elle permet de payer, mais qu'avec le téléphone. Et peut-être que demain, ils rajoutent la fonctionnalité de paiement avec la montre. Et comme c'est du prépayé, j'aurais même pas besoin de mon téléphone, même pas besoin de la 4G. Ça, c'est le genre de chose qui est possible. Donc, si vous travaillez dans une banque, il y a aussi des cas d'usage sur les montres Wear OS. Et forcément, si c'est sur la montre, après, les utilisateurs, au bout d'un moment, ils viennent habitués, ils vont s'en servir plus. Et puis, ça fait vivre, tout simplement. Voilà pour Wear OS. Il y a une autre annonce qui m'a particulièrement plu, c'est que Android Runtime devient un module mainline. Alors, je crois que les autres en ont déjà parlé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nouvelles API sur les plateformes, par exemple, dans Android 11, on avait eu une nouvelle fonctionnalité là où on peut contrôler sa maison en appuyant longtemps sur le bouton Power. Alors, ma maison n'est pas connectée encore. Si, bon, voilà, vous voyez ce genre de choses-là quand vous appuyez longtemps sur le bouton Power. Mais là, il est verrouillé maintenant, ça ne l'affiche plus. Ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui est disponible que pour les utilisateurs d'Android 11. Mais il y a aussi une API qui fait fonctionner ça. Bon, ce qui est important à savoir, c'est que dans Android 12, et du coup, Android 12 Forever, peut-être, je ne sais pas. Mais s'il y a des nouvelles API, elles pourront être intégrées dans Android 12 sans avoir besoin d'attendre les constructeurs pour faire les mises à jour. Ça peut aussi être intéressant pour des nouvelles fonctionnalités Java ou JVM, par exemple les value class ou le Project Loom. Le Project Loom qui est une sorte qui fonctionne un peu comme les goroutines, pas les coroutines, les goroutines du langage Go. Ça donne un peu le même mécanisme, là où en trade devient plus ou moins automatiquement une coroutine. Alors, ça ne va pas forcément régler les problèmes de vous avez bloqué le main thread, mais voilà. Bon, je crois que c'est tout sur Android. Après, j'ai trouvé ça bien qu'ils fassent une page dédiée au on-device machine learning. Vous avez cette URL, g.co on-device ML. Il y a aussi le stockage de la préférence dark mode dans Android 12. Donc, c'est bien parce que du coup, il n'y aura pas de lag du tout d'opération de stockage, d'accès au stockage sur le main thread. Quand l'application sera lancée, elle sera directement dans le mode que l'utilisateur avait configuré dans l'application. Donc, c'est une API que vous pourrez utiliser. J'imagine qu'ils vont faciliter ça dans Wear OS. J'imagine qu'ils vont faciliter ça dans Compose pour que ce soit peut-être là directement out of the box. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Ils sont en train de regarder en fait tous les petits points là où ça empêche les applications d'être facilement de bonne qualité
Et ça en fait partie. Donc, je pense qu'on va avoir un Android de mieux en mieux. Si vous voulez me trouver sur Internet, je suis disponible sur le Slack Kotlin, le Slack Android Dev FR, sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer même un message privé, il n'y a pas de souci. Et sur GitHub, si vous voulez voir ce que je fais ou si vous voulez retrouver le lien de mon compte Twitter sur GitHub, vous pouvez aussi. Et aussi, je fais du pair programming sur des projets open source en Kotlin. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'avez pas besoin d'être intéressant, pardon. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire signe. Alors, je travaille sur des plugins Gradle, par exemple Refresh Version, ou un qui va bientôt sortir, Compete Kotlin. Je fais aussi des bibliothèques Kotlin, Android et multiplateformes. Vous connaissez peut-être Splitties. J'ai le projet de faire des choses aussi sur UIKit. Alors, je sais, c'est pas très Android, donc je vais pas en parler plus. J'ai aussi commencé à réfléchir avec d'autres gens sur un nouveau format de fichier qui pourrait être une alternative au YAML et au XML, notamment. Parce que le YAML, parfois, on se trompe d'un espace et puis ça casse. C'est pas une très bonne expérience utilisateur. Le XML, c'est assez verbeux. On doit dire le tag de début, mais aussi le tag de fin. Et donc, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus concis et qui reste fiable. Mais peut-être que vous avez, vous, des idées, parce que, par exemple, cette dernière idée de nouveau format de fichier, ça s'est fait en discutant avec d'autres gens qui étaient intéressés pour peut-être faire du pair programming, ou qui en ont fait. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je suis ouvert à plein de projets, à toutes vos idées. Et puis, si vous voulez faire par vous-même, lancer votre initiative, allez-y aussi. Hein. Voilà. Merci à vous. Merci Louis. Bon, tant qu'on est à parler un peu de ce qu'on fait, moi j'avais oublié tout à l'heure au début, j'avais prévu de vous montrer la petite sketch note que j'ai réalisée de la keynote Android de Chet, Romain et Dan. Et j'étais assez fier de mon petit renard article là, et avec j'ai oublié le nom de la designeuse qui dessine et qui avait liké sur Twitter. Donc, j'ai passé un petit peu de temps à le dessiner. Le prénom commence par un V, je crois. Ouais, oui. Bon, c'est pas très. Mais du coup, depuis, je la suis et je trouve qu'elle fait un super travail de design avec les équipes de Google. Et c'était intéressant, du coup, aussi d'être mis en contact avec ces personnes-là. On poste des choses sur les réseaux et puis on récolte des petites rencontres, des petites choses sympas. Je pense que ça t'arrive aussi, Louis, de temps en temps. En proposant des choses, tu vis des micro-aventures comme ça, de rencontrer des personnes. Oui, carrément. Hein, moi, j'ai rencontré des personnes intéressantes via le pair programming, c'est pour ça que j'en parlais aussi. Ce qui est sympa, parce que j'aime bien faire des projets, des bibliothèques pour des choses qui sont un peu rébarbatives ou dont je vais avoir besoin dans d'autres projets. Et en fait, maintenir des projets open source, à bout d'un moment, c'est quand même pas mal d'efforts. Et le faire en fait avec d'autres gens en pair programming, c'est-à-dire par exemple, je partage mon écran et puis un coup, on discute et c'est moi qui écris. Un coup, c'est l'autre qui contrôle mon ordinateur et on continue le travail. Mais on peut aussi changer de sujet complètement. Et du coup, même si on s'est cassé les dents sur quelque chose, c'était quand même un bon moment. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, j'aurais peut-être jamais essayé. Donc peut-être une bonne chose de ça. J'ai fait des essais aussi pendant la pandémie. J'ai essayé de faire du sketch note sur Twitch. Bon, j'ai plafonné à 5 followers. Donc bon, j'ai changé. Ça va prendre. Hein. C'est Virginia Poltrap, la designeuse de. C'est ça. Merci d'avoir retrouvé. Ok. On va passer. Oui. On va passer aux questions. Je crois qu'on a recensé un certain nombre de petites questions. Donc, je vais... Hop, c'est parfait. Et puis, on peut peut-être enlever le slide. Et puis, je vais peut-être m'enlever moi. Et puis, vous allez être en totale autonomie. Et ça sera très bien, je pense. Voilà. J'imagine qu'Antoine... Alors, on remercie Antoine qui est à la régie. Antoine et Robin qui sont à la régie et qui permettent de remonter les questions, de faire un petit peu toutes ces choses-là. Je suis content, j'ai pas oublié. Parfois, j'oublie de remercier la logistique. Là, j'ai pas oublié. Allez, bonne séance de questions. Il y en a une apparemment sur Wear OS. Là, Robin, il suggère d'en parler. C'est la nouvelle version de Wear OS par rapport à Tizen OS. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que Samsung, ils allaient à l'avenir utiliser Wear OS, mais seulement Wear OS 3, parce que Wear OS 2 est pas assez bien pour eux. Donc, Flutter, ça marche sur Android. Logiquement, ça doit pouvoir fonctionner sur Wear OS. Et comme Hélène disait... Je peux faire un commentaire là-dessus. Je pense que la personne qui posait la question, elle se réfère à des annonces qui ont eu lieu il y a
quelques semaines, je crois, Samsung bosse sur un SDK Flutter pour Tizen OS. Et en parallèle, ils ont fait des annonces de cette partenariat Wear OS Samsung. Donc, c'est ma réponse à ça. Voilà, ça versus ça. Moi, je dis schizophrène. Je comprends pas. Bah, moi, je pense comprendre un peu. C'est-à-dire pour les montres qui, si jamais ils mettent pas à jour des montres sur Tizen, on sait jamais. Pour les vieilles, tu veux dire? Ouais. Ça permet aux gens de quand même faire des applications Flutter dessus. Il y a aussi les télé Samsung qui restent sur Tizen OS. Ils n'ont pas prévu de changer de système. T'as raison. C'est avec Tizen OS, c'est pas que pour les montres, c'est pour tous les Smart TV et tout ça. Et en tout cas, voilà, ça qui est super intéressant, c'est que Samsung bosse sur la compatibilité Flutter. En gros, on va pouvoir faire des apps Flutter sur Tizen, quoi. Voilà. Bah, oui, mais aussi, ça veut dire que tu pourras faire une app Flutter qui marche à la fois sur le nouveau Wear OS, et même l'ancien Wear OS, et sur Tizen. Ouais, c'est ça. Et comme tu disais, les applications Flutter vont être encore plus petites, ou si c'est peut-être déjà le cas, je suis pas sûr d'avoir bien suivi cette partie-là. Mais du coup, ce sera encore mieux pour les montres, même si elles ont que 4 Go de stockage, tu pourras quand même avoir une petite appli faite avec Flutter et qui marche partout. Oui, l'empreinte, ouais, elle est de plus en plus petite. On enchaîne, on prend. Alors, j'ai lu celle-ci sur Twitch. Dans quel cas, je vais répondre très personnellement, dans quel cas on va utiliser Flutter plutôt que React Native Script? Dans tous les cas. Voilà. Je m'arrête là ou je développe, je ne sais pas. Je pense qu'on peut, si c'est un projet from scratch, dans tous les cas, si on est dans une équipe qui a des grosses compétences et vraiment un gros background dans React Native, bah, continuer sur React Native, mais Flutter. Là-dessus, j'ai peut-être quelque chose à dire. Ah, vas-y. J'avais commencé à faire un peu de Flutter, puis finalement, j'avais arrêté. Et je pense que effectivement, Hélène, c'est ce que tu dis, ça dépend vraiment du background de l'équipe. Si on a une équipe qui est super forte, par exemple, Dev React Native a carrément du sens. Après, si on a une équipe qui n'a pas du tout d'expérience mobile, et je trouve que Flutter peut être un bon démarrage pour adresser iOS et Android en même temps. Moi, je trouve que c'est un démarrage hyper smooth. Ça fonctionne bien. Il y a en plus, là, maintenant, il y a une vraie communauté. Il y a un vrai support qui existe. La documentation de Google, elle est à des millions d'années-lumière de la documentation. React Native, tu en as fait, non, toi, un peu de React Native en plus? J'en fais au quotidien, en fait, du React Native. Donc, oui, et la documentation. Alors, ils ont fait. Il y a du mieux, hein, il y a du mieux, mais non, elle n'est pas au niveau. Et même les Code Lab et tout ça, Google, ils suivent beaucoup mieux. Donc, si je démarrais from scratch, j'irais sur du Flutter. Après, il y a aussi le Android iOS, double équipe et tout ça. Mais je vous laisse. Il y a quelque chose que je voulais dire sur ce sujet-là. Il y a quand même une différence très importante entre React Native, Flutter ou même Kotlin multiplateforme. C'est qu'ils ont chacun un langage de programmation différent et aussi pas les mêmes fonctionnalités out of the box. Par exemple, si on prend Flutter, tu regardes Dart, c'est un langage qui est assez familier pour la plupart des développeurs parce qu'il est à la fois proche de JavaScript mais aussi proche de Java et donc pas si éloigné de Kotlin maintenant qu'il y a la null safety aussi. Il manquerait peut-être que les coroutines, mais il y a Async Await qui en est à peu près. Mais out of the box, on a directement les widgets qui fonctionnent sur toutes les plateformes. Donc le côté graphique, c'est déjà présent. Il y a pas mal de plugins maintenant, parce que vu que c'est proche de pas mal d'écosystèmes, il y a des développeurs iOS, des développeurs Android, des développeurs un peu des deux qui connaissaient déjà les API natives, qui ont déjà fait des bons plugins. Pour React Native, je pense que ça a moins pris parce que vu que c'était le JavaScript, il y a pas mal de gens qui aiment les langages avec typage statique. Et c'est pas le cas de JavaScript. Il est pas, en tout cas dans React Native, je crois que pendant longtemps, je sais pas si c'est le cas maintenant, il y a TypeScript peut-être. Mais TypeScript, ouais. Je pense que ça doit marcher maintenant. Mais pendant la communauté, quand React Native est sorti, avait pas forcément les compétences d'API native. Et React Native, c'était un peu comme Kotlin multiplateforme, c'est-à-dire que il n'y avait pas quelque chose qui permettait d'avoir exactement le même rendu sur les deux plateformes. Fallait toujours manipuler les widgets de la plateforme, donc fallait être à la fois développeur Android et iOS. Pour Kotlin, ça va peut-être changer avec des bibliothèques, mais pour le moment, Flutter est en avance sur le fait que tu fais le même code et puis ça marche out of the box. Kotlin est en avance sur l'expérience de ce côté. Enfin, c'est un peu compliqué. Kotlin, c'est en alpha encore pour le multiplateforme mobile. Mais pour ceux qui aiment Kotlin et qui savent pourquoi,
Ça a des avantages par rapport avec Native, mais la communauté est encore jeune, quoi. C'est pour ça que je propose de faire du pair programming sur des bibliothèques. Bon, peut-être d'autres questions maintenant. Mais en phase avec toi, avec tout ce que tu as dit, je suis d'accord. On passe suivant. Ouais. Fuchsia, je n'ai pas parlé. C'était presque pas la sûr qu'on Google allait I.O. voir c'était pas Google I.O. Et je me demande si ils l'ont pas raté, justement, ils ne se sont pas dit, ah non, c'était pas prêt, parce que c'était quand même à peine une semaine après un Google I.O. Ouais, ils avaient une semaine de retard. J'ai pas vu c'était sur The Verge, je pense. Oh non, 9 to Google, je crois que c'était l'article. Donc, Fuchsia, ça y est, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est en prod, en gros, c'est en release. Et d'ailleurs, je sais pas si on voit le Nest Hub. Malheureusement, le mien, il a pas eu la mise à jour vers Fuchsia, mais le Nest Hub première génération, tous les Nest Hub, ils seront mis à jour vers Fuchsia. Ouais. On ne rentre pas dans le détail du système, hein, c'est un nouvel OS, hein, c'est vraiment un nouvel OS, beaucoup de rumeurs, ça va remplacer Android, ça va pas remplacer Android, bon bref, c'est vraiment ça, c'est pas que ça, et je trouve que c'était un très 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 bonne stratégie de le lancer sur le Nest Hub, parce qu'on comprend du coup, en fait c'est pas du mobile, en fait c'est un nouvel OS, ça utilise Flutter, on peut, pour faire des applications pour cet OS là, on peut faire du Flutter, on peut coder dans plein d'autres langages, dont Flutter. Ouais, c'est ce que j'ai compris, c'est que Fuchsia, en fait, ils l'ont fait avec, je crois qu'ils l'ont fait avec C++. Alors peut-être pas toutes les fonctionnalités de C++ pour pas avoir des bugs partout, mais c'est un OS là où en fait ils veulent. Je crois que l'état du noyau Linux, qui est utilisé pour une grande majeure partie des systèmes d'exploitation, par exemple Android est basé sur Linux. Je crois que ça pose certaines contraintes au niveau des mises à jour, au niveau du modèle de sécurité. Et avec Fuchsia, ils veulent essayer une autre manière de le faire. Et c'est surtout ça qu'ils veulent faire. Et donc après, Flutter, ça semble une solution logique parce que du coup, ça permet aux gens qui font déjà des applications natives. Oui, c'est natif, ça n'utilise pas le toolkit UI natif, mais c'est natif quand même. Ça permet aux gens de réutiliser ses compétences et donc ça va permettre une meilleure adoption. C'est comme Kotlin, quand il est arrivé, il était compatible avec Java. Il n'y avait pas besoin de repartir de zéro. Donc, je pense que c'est un peu ça la stratégie, mais certainement, on pourra le faire même en C. J'imagine qu'on pourra faire une application Fuchsia pour ceux qui ont... Je pense qu'il y a des SDK dans plein de langages et plein de frameworks. Donc, et ça veut dire qu'on peut brancher le SNEB. Ah, pardon. Non, pardon. J'ai aussi en Kotlin native un jour, mais peut-être. Et du coup, excellente question, Gérard. Pour développer, du coup, sur Nest Hub, je pense... Je ne sais même pas si c'est une entrée USB. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en mode debug. Hein. Mais comment faire? Excellente question. Comment faire du coup? Parce ça va peut-être venir derrière. Hein. Peut-être pour le moment, ils testent l'OS et après... Un toolkit, ouais. J'arrive tout de suite. J'ai vu sur le mien, en utilisant les Chrome DevTools, par exemple pour développer, pour débugger une WebView sur ton app Android, je vois mon Nest Hub sur ce truc-là. Donc peut-être qu'il y a moyen de faire un truc avec ça. Il est sur Fuchsia. De quoi? Est-ce qu'il est sur Fuchsia? Alors, le mien, alors j'ai pas vérifié, mais j'ai vu qu'hier soir, en rentrant de week-end, il a bootloop pendant au moins 1 heure. Peut-être. Bon, là, c'est bon, il va bien. Peut-être un complètement nouvel OS. Le mien, il est toujours en cast OS. L'ancien, quoi. À la rigueur, je dirais vérifier et je vous tiens au courant en message privé. Cool. Le repas. Merci. On t'attend de pied ferme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ça aussi, si j'ai bien compris, je vais lui aussi parler sur Twitch. Alors, est-ce qu'on peut définir des custom actions, je suppose des actions pour les actions en Google, pour créer en gros des choses pour Google Assistant. Donc, si c'est une action pour Google Assistant, sans App Actions, hein, App Actions, c'est un autre sujet. Si c'est une action vraiment dans le sens Actions en Google, oui, il faut passer par la console Actions on Google, créer un nouveau projet. Il faut penser que la console Actions, c'est à la fois une plateforme de développement et de publication. C'est un peu Android SDK, Google Play en même temps. Donc oui, il faut créer un projet. Par contre, si on fait du App Actions, donc en tant que dev Android, en fait, on n'a pas besoin de créer une action à part. Et donc, si on fait juste de l'App Actions, pas besoin. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Sinon, contactez-moi. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Alors, je pense que vous avez vos comptes Twitter là, donc faut pas hésiter. Toutes les personnes qui nous ont suivis ou qui regarderont le replay de vous contacter directement. Normalement, vous êtes
disponible pour répondre à toutes les questions sur ces sujets-là qui vous intéressent. On va pouvoir wrapper un petit peu tout ça, là, finir l'événement. Je remercie vraiment vous quatre d'avoir pris du temps pour préparer un peu ce débrief. Je sais que ça demande un peu un investissement quand même, parce que vous le regardez pour vous, mais après, le retransmettre à d'autres, c'est mettre en forme un peu ces idées, toutes ces informations pour les retransmettre. Donc super. Et merci beaucoup. Merci pour la communauté qui nous suit. N'hésitez pas, ceux qui nous suivent là, à partager votre feedback sur la conférence. Donc via Open Feedback, alors vous pouvez cliquer sur ce qui vous a plu ou moins plu dans la conférence, comme type de voilà, il y a des petits boutons, mais sinon il y a aussi les commentaires qui nous servent bien. Si vous avez des idées, si vous avez d'autres choses, quelque chose qui s'est bien ou moins bien passé selon vous, comme ça nous permet de nous améliorer pour les prochaines fois. Voilà. Donc j'espère que vous avez le temps, sinon frogfr/feedback. Et enfin, petite présentation du prochain meet-up. Le 28 juin, Robin va animer une app clinique. App clinique, c'est des développeurs qui vont présenter leur app et un certain nombre d'experts, alors d'experts en design, pas forcément de développeurs Android, ça peut être un peu plus large comme population qui va juger ou donner des conseils, dire ce qui est bien, les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, sur les applications mises en avant. Alors, je ne sais plus s'il reste encore des slots, mais je pense que vous pouvez proposer votre app pour être un petit peu décortiqué par des experts. L'idée, c'est que ça soit en mode bienveillant. On n'est pas là pour sniper une app. On sait que c'est pas forcément simple de faire la meilleure app et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont... On doit faire des choix, il y a des contraintes. Mais parfois, on en ressort aussi avec des bonnes idées. Voilà, des bonnes idées, ça peut vous faire gagner pas mal de temps sur votre développement. Donc, ça peut être une bonne idée de la soumettre. Et les informations pour la soumission de l'app sont dans les commentaires. Oui, il faut des fois. Donc, c'est Robin qui animera l'app clinique. Il me semble qu'on a terminé. Voilà, on a fait le tour. Au niveau timeboxing, on a un petit peu dépassé, mais c'était prévu. Je vous remercie encore Antoine et Robin qui étaient en mode back, avec une petite session d'Antoine qui venait parler de son matériel à un moment. Et puis, je remercie Louis, Héléné, Kian et Julien pour leur disponibilité et leur énergie, et puis toutes ces informations intéressantes. N'hésitez pas à les recontacter, à s'abonner à leur compte Twitter pour voir, ils font normalement en général justement cet exercice-là relativement au quotidien ou régulièrement pour relayer toutes ces infos. Donc ça peut être toujours sympa de suivre ces comptes-là. Voilà. À bientôt tout le monde.